Voilà, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est votre émission Entre les lignes. 3 sujets vont donc faire l'objet de cette émission. On vous parlera d'abord du parti de Jean-Marc Kabound qui a connu des défections il y a quelques mois, quelques semaines. On va revenir un peu sur cela. On va parler également de la problématique du changement de constitution. C'est vraiment l'actualité. On va parler également de la sortie médiatique de la Cinco, l'église des églises de réveil. On va peut-être aussi parler des sanctions du Rwanda envers quelques entreprises de raffinerie au Rwanda. On va commencer d'abord par la question liée à l'Alliance pour le changement. En face de nous, un des cofondateurs de ce parti, M. Jonathan Paradox Kunda. Oui. Comment allez-vous? Oui, j'ai fait grâce, merci. Merci, M. Dan, pour l'invitation. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Habillé à 4 épingles. Ah oui. Très beau. Merci. Alors, vous êtes M. Jonathan Paradox Kunda, cofondateur de l'Alliance pour le changement. Maintenant, dites-nous, pourquoi avoir quitté un parti que vous avez vous-même cofondé avec Jean-Marc Kabound? Bon, justement, il faudrait souligner un point essentiel. Oui. Ce que dans la conception de notre collègue Kabound Jean-Marc, il nous a utilisé tout simplement comme étant à part pour créer les partis politiques Alliance pour les changements. Puisque la Constitution de la République, l'actuelle Constitution, bien sûr, dans son article 7, voire même dans la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, exige à ce que les formations politiques en République démocratique du Congo aient un caractère national. C'est-à-dire, les membres qui forment ou qui fondent une formation politique au Congo doivent provenir dans des différentes provinces. Alors, dans la conception de M. Kabound, il nous a simplement utilisé comme appât pour fonder les partis. C'est ce qui justifie même son comportement étrange, son mépris à l'égard de nous, ses collègues fondateurs. Donc, c'est-à-dire, il se croit déjà au-dessus de nous. Donc, ce genre de comportement a suscité déjà une défection, le départ de plusieurs collègues fondateurs. Donc, en quelque sorte, vous allez vous rendre compte qu'il a mis sur pied une stratégie d'épuration systémique de ses collègues fondateurs afin qu'il puisse rester lui-même le maître du parti. Mais en parlant personnellement, en ce qui me concerne, puisque nous avons fait un effort de lui supporter pendant que les autres quittaient les partis. Mais ce qui justifie aujourd'hui mon éloignement de M. Kabound Jean-Marc, puisque je me suis rendu compte qu'il ne mène pas un combat politique idéal, un combat politique utile. Donc c'est un frustré, c'est ce que j'ai compris. Donc c'est-à-dire c'est un frustré et il a réussi à convertir ses frustrations à une animosité envers les chefs de l'État et sa suite. Alors maintenant, il travaille à telle enseigne de pouvoir étendre cette animosité aux gens qui l'entourent, sous prétexte d'un combat politique. Et moi, je pense que les combats politiques ne peuvent pas se reposer sur des frustrations personnelles. Non, si je comprends bien, vous êtes parti parce que Kabound vous a mis à la porte? Pas du tout. Pas du tout de façon formelle, mais son comportement. Quel comportement? Son attitude, c'est ça que je vous dis, non? Nous sommes. Est-ce que vous savez que depuis la création de l'Alliance pour le changement, il n'y a jamais eu un congrès? Mais les textes qui fait asseoir M. Kabound comme président de l'Alliance pour le changement, c'est un procès verbal signé dans le cadre d'une réunion extraordinaire du collège des fondateurs. C'est-à-dire, c'est nous qui avions désigné M. Kabound comme président du parti. Alors, c'est-à-dire, il ne nous prend pas tant que tel. C'est-à-dire, il ne laisse pas les organes du parti fonctionner. C'est-à-dire, au sein de l'Alliance pour le changement, il y a une personnalisation du pouvoir. Les organes, les structures
ne fonctionne pas. Voyez-vous? Alors, je ne sais pas si ce climat est favorable pour lui, mais pour nous, les légalistes, vous me présentez comme cofondateur du parti, c'est-à-dire père. Parmi ceux qui ont fondé ces partis, ça nous a toujours tiqué. Et à tout moment, quand vous abordez ce genre de questions, il n'est plus dans son état, c'est ce qui crée... Donc c'est une sorte de dictature. Mais voilà, vous avez vraiment choisi les mots. Donc c'est de la dictature absolue qui est installée au sein de l'Alliance pour le changement. Voilà. Alors, selon certaines informations aussi, par rapport à votre départ, il semble que vous avez été exigeant en termes de demander à ce qu'il puisse commencer à vous entretenir financièrement, quand vous passez dans les médias, quand vous avez des sorties médiatiques. Et Kabounda vous a dit que c'était un combat et qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas ces possibilités de vous entretenir. Et vous avez été frustré par cela. C'est pour ça que vous êtes parti. Bon, je ne suis pas porte-parole des autres. Je ne porte pas non plus ici la parole des autres. Je parle ici de moi. Oui. Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas d'une génération de la facilité. Je ne suis pas parmi ceux jeunes qui peuvent monnayer leur combat politique. Au contraire, M. Kabounda est conscient que moi j'ai perdu mon emploi à cause de mon appartenance au sein de l'Alliance pour le changement. Et j'ai été prêt à aller jusqu'à ce niveau-là. Voyez-vous? Et moi, Dieu m'entend parler, Kabounda ne m'a jamais donné de l'argent. Je ne lui ai pas aussi demandé de l'argent. Même pas l'argent d'aller communiquer. Par exemple, quand vous venez dans un média, quand même, pour une communication donnée, ça exige un minimum à laisser auprès du média. Donc même ça, votre communication, M. Kabounda ne vous a jamais soutenu dans ce sens-là. Non, je ne suis pas d'ailleurs un habitué des médias. Okay. Peut-être ça, c'est mon premier média que j'ai fait mon apparition. J'étais rapporteur général du comité exécutif national. Mon travail a été, par exemple, je convoque des réunions, j'élabore les procès-verbaux, les comptes rendus des réunions, j'écris des correspondances déposées dans des chancelleries, mettre la pression pour la libération du président Kabounda à l'époque. Vous voyez, c'était ça mon travail. Donc j'aime beaucoup plus rester derrière les rideaux. Je ne suis pas trop médiatisé. Donc je n'ai jamais demandé l'argent pour passer dans des médias. D'accord. Certains de vos jeunes, certains des jeunes qui sont partis, parce que vous avez été reçu par Augustin Kabouya. Effectivement, le président AI de l'UDPS. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Augustin Kabouya? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez dit et qu'est-ce qu'il lui vous a dit? Bon, c'était tout à fait normal lorsqu'il y a eu ces vents-là de défection au sein du parti, puisque au-delà de tout, nous sommes de cette école-là du docteur Etienne Tshisekedi. Nous avons été sous le pied du docteur Etienne Tshisekedi, nous avons été dans l'UDPS. Okay. C'est-à-dire, après avoir été avec M. Kabounda, lorsqu'on a trouvé bon de s'éloigner avec M. Kabounda, il était aussi important de chercher les sages. Et parmi les sages que nous avons voulu échanger avec lui, c'était le président AI de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est d'ailleurs grâce à lui, je tiens à saluer sa sagesse. C'est grâce à lui que nous avons regardé sur l'essentiel qui est l'avenir de notre pays. Donc vous n'avez pas adhéré à l'UDPS? Non, non. Bon, en fait, il y a certains qui ont fait leur retour dans l'UDPS, mais ce qui nous concerne, nous avons mis sur pied l'engagement patriotique pour le changement. Vous êtes combien dans l'engagement patriotique? Oui, nous sommes tellement nombreux puisque c'est un combat porté par plusieurs jeunes. Je ne saurais pas vous donner le nombre ici. Nous sommes tellement nombreux. D'accord. Certains des jeunes ont aussi dit que Kabounda recevait de l'argent de Kabila. Bon, je crois que s'il y a un jeune qui ose le dire, puisque parmi ceux qui ont quitté l'Alliance pour le changement, bien que je suis l'unique à être membre fondateur du parti, mais les autres aussi étaient des cadres du parti. C'est-à-dire quand quelqu'un ouvre sa bouche pour dire un mot, allant dans ce sens, peut-être qu'il a des preuves, mais moi, ce qui me concerne, je n'ai jamais assisté à ce genre de scénario. Vous ne pouvez pas non plus dire que Kabounda a reçu ou recevait de l'argent de Joseph Kabila. Bon, je n'ai pas la mission de passer dans des médias pour soit charger ou dédouaner M. Kabounda. Pour moi, il appartient au passé. Donc je vous dirais ce que je connais, ce que je maîtrise. Ce que je ne maîtrise pas, je ne peux pas oser... Mais comment fonctionne le parti par quels moyens? Parce que Jean-Marc Kabounda n'est plus aux affaires. Et comment le parti vit? Par quels moyens le parti fonctionne-t-il toujours jusqu'à aujourd'hui?
Bon, Oui. bon, ce qui me concerne, comme s'il faut suivre la rigueur des textes légaux du parti tels Ouais. que nous les avons concis, c'est-à-dire les partis doivent nécessairement vivre des legs, des contributions et des dotations. Mais s'il y a d'autres fonds obscurs que j'ignore personnellement, moi je ne sais pas. Moi, en ce qui me concerne, je sais que les partis politiques comme l'Alliance pour les changements devraient normalement vivre des legs, des dotations et des dons de ses membres. C'est quoi votre plus grand regret? Votre plus grand regret en étant dans ce parti? Bon, en fait, je regrette d'une part les temps passés aux côtés de M. Kaboun, mais d'autre part, je ne regrette pas puisque cela m'a permis, aujourd'hui, pendant que les autres se font encore des idées sur M. Kaboun, j'ai quand même la lecture claire de la personne de M. Kaboun. Donc, ça dit, si le monde est à refaire, M. Kaboun ne peut plus encore me tromper. Partagez un peu cette lecture. Oui. Quelle lecture En fait, c'est ça que comme je disais tantôt, M. Kaboun ne mène pas un combat politique idéal. Il ne mène pas un combat où le peuple congolais doit espérer de lui quelque chose. Il mène pourquoi? Quels sont ses objectifs? Je vous ai dit que c'est un frustré. Aujourd'hui, il ne gire qu'à revenir et rendre compte aux gens qu'il considère comme étant ses ennemis. Et donc, ce n'est pas vraiment un combat que le peuple congolais attend aujourd'hui. Vous avez quand même appris quelque chose chez Kaboun, les aspects positifs. Oh, les aspects positifs pris auprès de M. Kaboun. Oui. Il n'y en a pas? Bon, je ne sais pas si la colère est peut-être aussi un aspect positif, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de très colérique. Colérique? Oui, c'est ça que je dis. Il est très colérique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que Kaboun peut devenir à l'avenir, si Kaboun devenait un président de la République, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quel scénario? Bon, déjà, sinon, j'allais vous dire qu'il ne deviendra pas président, mais je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas non plus un prophète pour prédire sur son avenir. C'est un acteur politique de notre pays. Il peut, je ne sais pas moi, rebondir, assumer des fonctions, mais à ce que je sache, de manière simplifiée, M. Kaboun ne sera pas un bon président. Oui. Là, de manière simplifiée. Les critiques qu'il a faites au président Tshisekedi, un dictateur, un danger pour le pays. Il ne faut pas se fier à des discours politiciens, n'est-ce pas, conçus quelque part. Vous venez, vous répétez les mots déjà préconçus. Vous voyez? Mais en réalité, si vous côtoyez M. Kaboun, vous verrez qu'il n'a absolument rien à reprocher au chef de l'État qui, lui, le fait de manière propre. Je n'ai pas trouvé ça. Alors, monsieur Jonathan Paradoxe Kunda, vous êtes donc un des initiateurs, vous êtes initiateur de l'engagement patriotique pour le changement. Absolument. EPC, c'est quoi les objectifs de votre mouvement? Bon, en fait, déjà ce qu'il faut noter, c'est que l'engagement patriotique pour le changement, c'est une structure de mobilisation des masses et de communication de toutes les initiatives qui s'inscrivent pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes partis dans l'idée selon laquelle que nous, les jeunes Congolais par exemple, nous ne pouvons pas avoir les mêmes combats politiques qui est les gens qui nous vendent du vent et surtout les gens de l'opposition. Puisque déjà, nous ne sommes pas confrontés à des mêmes réalités que ces gens-là. Je vous dis par exemple, les gens comme M. Martin Fayoulou, M. Délice Sanga, M. Jean-Marc Kaboun, ce sont des milliardaires, ils ont beaucoup d'argent. Et n'ont pas besoin, par exemple, d'être engagés quelque part. Ils n'ont pas besoin, par exemple, d'être formés par un métier. Mais nous, et les jeunes qui croient à notre combat, nous avons encore besoin de cela. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, est-ce que ces gens-là peuvent mener le mieux notre combat par rapport à nous-mêmes,
nous ne pensons pas. Voilà pourquoi notre objectif est de permettre qu'il y ait la facilitation, l'employabilité des masses de jeunes, la formation de jeunes. Voilà, c'est ça nos objectifs. Vous inscrivez dans quelle obédience politique? Bon, nous sommes l'engagement patriotique pour les changements et membre effectif de la coalition C4 initiée par le président AI de l'UDPS, secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Chilumba. Augustin Kabouya. D'accord. Vous êtes membre donc de C4. Vous soutenez également le changement de constitution. Nous soutenons sans vergogne le changement de la constitution. Mais quand vous étiez chez Kabound, vous étiez contre? Et bien sûr. Bon, pas moi. C'était par conviction ou par appartenance politique? Non, ce n'était pas moi, puisque c'est aussi ça la culture politique. Lorsque vous êtes dans un groupe, il faut laisser entendre la voix de la démocratie. Alors, ça dit, dans des formations politiques, on présente l'idée, je peux dire, l'idée adoptée par la majorité. C'est ce qu'il faut noter. Donc, ça même, dit, même si c'est contre votre propre conviction, bien sûr, vous devez vous soumettre. À l'interne. C'est-à-dire, il se passe des débats au niveau interne. Et moi, ceux qui me connaissent le savent. Je ne garde pas mes opinions. Je partage toujours mon opinion. Donc, déjà à l'interne, je militais pour le changement de la Constitution, bien qu'il y ait la majorité. Au sein de l'Alliance pour le changement. Effectivement, je militais pour le changement de la Constitution, bien que la majorité était influencée par les idées développées par les présidents du parti. Et puis, vous savez, dans des partis politiques, il y a toujours cette prédominance-là, des idées qui proviennent chez le président et les autres. Donc, vous n'êtes pas totalement libre. On vous impose la voix de la majorité et vous vous soumettez, bien que c'était contre votre propre conviction. Mais ça, c'est coutumier. C'est ce qui se passe au sein de l'Alliance pour le changement. Pourquoi n'avoir pas démissionné à l'époque? Bon, vous savez, vous venez de dire que je suis cofondateur du parti. Oui. C'est-à-dire c'est l'Alliance pour le changement. Mais un parti qui ne défend plus les idéaux. Un parti qui marche au-delà de vos propres convictions. Et vous restez pour quelle raison? Non, puisqu'il n'y a pas seulement un seul défi. Je n'ai pas été seulement confronté à ces problèmes-là. Okay. Vous voyez, au sein d'un parti politique, il y a des problèmes, il y a plusieurs problèmes. À ce moment-là, cette question ne pouvait pas me pousser à démissionner. Mais aujourd'hui, je n'ai pas hésité de m'éloigner avec M. Kabound pour maintenant laisser libre mes pensées, échanger mes pensées et donner mon point de vue par rapport à cette question. Est-ce que vous étiez d'accord avec le premier discours de Jean-Marc Kabound quand il disait, le tout premier discours de fondation de son parti? Oui, le 18 juillet 2022. Le 18 juillet 2022, il a été très très critique envers le chef de l'État. Il a même dit qu'il était un danger pour la nation. Vous étiez avec lui à l'époque? Bien sûr, comprenez. Oui, il a même dit qu'il y avait, après quelques jours, il a dit qu'il y avait beaucoup d'argent qui quittait le pays pour l'étranger. Il a dénoncé la corruption qui est devenue institutionnalisée. À l'époque, est-ce que vous étiez d'accord avec cette déclaration-là? Bon, déjà à l'époque, je l'ai trouvé déjà trop extrémiste. Okay. Parce que en fait, il est toujours comme ça. Hein. Dans ses prises de position, il ne dose pas souvent. Hein, c'est bon. C'est-à-dire, il est dans les lignes dires. Vous n'étiez pas totalement d'accord avec lui à l'époque? Effectivement, je n'étais pas totalement d'accord puisque ça traduit pas vraiment de la rationalité. Hein. Il y a un peu d'émotion dans ça. Donc, je n'étais pas du tout d'accord totalement. Et vous avez quand même continué à rester avec lui? À ce moment-là, vous savez... Il n'y avait pas de choix. Non, écoutez, vous savez, après ces discours-là, M. Kabound était arrêté. Oui. À l'époque, il existait un seul organe qui existait, le collège des fondateurs que nous sommes. Et moi, j'ai toujours fait office du secrétaire rapporteur du collège des fondateurs. Okay. Alors, ça dit, aller abandonner les partis à l'époque, donc c'était vraiment jeter
C'est que j'ai considéré à l'époque comme étant les rêves de plusieurs personnes à l'époque. Ok. Vous voyez, on ne pouvait pas le faire. On devrait d'abord lui soutenir pendant ces moments-là, obtenir sa libération jusqu'à ce que nous l'avons obtenu. Alors on devrait maintenant, c'est-à-dire les contextes avaient changé, on devrait maintenant regarder sur d'autres lignes, c'est-à-dire l'avancement du parti, l'amélioration du parti, des conditions au sein du parti. Très bien. Alors, M. Jonathan Paradoxe Kunda, vous soutenez le changement de constitution? Bien sûr, je soutiens les changements de la constitution. Alors, dites-nous pourquoi. Bon, vous savez d'abord les contextes dans lesquels la constitution du 18 février, qui est en vigueur aujourd'hui, a été mise sur pied. Ce contexte a évolué. C'est quel contexte? Permettez-moi de revenir un peu dans l'histoire. Souvenez-vous, après la sortie des 32 ans de la dictature, une rébellion arrive à Kinshasa. À sa tête, Laurent Désiré Kabila, porté par des forces, des troupes obscures aux intérêts de la République. Alors, il a été assassiné directement. M. Kabila a été bombardé, président de la République. Ce qui a suscité à l'époque l'indignation de ceux qui ont la facilité d'aller toucher aux armes, puisque nous défendons cette approche des choses. Nous sommes de l'école de Tien Tshisekedi. Nous prenons la non-violence. La non-violence active. C'est-à-dire, nous n'encourageons pas les gens qui tiennent des armes. Mais à l'époque, les gens ont eu à toucher les armes pour contester au pouvoir de M. Kabila qui a été bombardé directement président de la République. Et ce qui a le tumulte ont eu lieu, ce qui ont permis que nous ayons l'accord global et inclusif à Sun City. En Sun City en 2004. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les animateurs, les délégués qui étaient dans cet accord-là n'avaient pas la bénédiction du peuple. Le peuple ne les avait pas désignés. Ils provenaient dans la société civile à l'époque et les autres provenaient dans des fractions de la rébellion. Voyez-vous? Et ce sont ces gens-là qui ont mis en place un Sénat de cooptation constitué par des sénateurs qui venaient dans ces fractions de la rébellion. Ce sont ces gens-là qui ont mis, puisqu'il faut le dire, la constitution que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'une conjugaison juridique des résolutions politiques prises dans l'accord de Sun City. Je peux même me permettre de dire dans l'accord de Lusaka aussi, les désaccords. Mais souvenez-vous, les rébellions qui étaient actives à l'époque étaient soutenues par les forces étrangères. Et les forces étrangères ne le faisaient pas puisque ces Congolais étaient beaux de visage, puisqu'ils visaient leurs intérêts. Donc ce qu'il faut noter, lors de la mise en place de cette constitution, chaque fraction de la rébellion qui portait, n'est-ce pas, les cahiers de charges de ces maîtres qui l'ont soutenu, n'est-ce pas, à se créer un espace, à se taper un pouvoir de façon illégale, ces gens-là étaient obligés de satisfaire les cahiers de charges de ces forces obscures. Voilà pourquoi certaines voix n'ont pas honte de vous dire que c'est une constitution de belligérants. Oui, mais, voilà. Oui, mais dans le même contexte, après l'accord de Sun City, nous avons eu une constitution de transition, la constitution de 2003. Certainement. Cette constitution a balisé le chemin à l'adoption de cette constitution-ci qui a été soumise au référendum. Si, bien que simulacre. La population a voté. Oui, c'est ce que je vous dis. Le peuple avait voté, c'était un simulacre de référendum. Pourquoi je le dis?
puisque même c'est lui qui a mis cette constitution pour être adoptée par voie référendaire, n'avait pas la propre du peuple. L'ancien président. Bien sûr. M. Kabila a été bombardé président de la République. À ce moment-là, les Congolais n'avaient pas donné la bénédiction à M. Kabila, n'est-ce pas, d'initier la constitution. Donc, pour vous dire que cette constitution que nous avons, c'est une constitution des conflits, des résolutions des conflits. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution de l'émergence. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution du développement. Voilà pourquoi vous allez sentir même il y a des dispositions ambiguës. Comme lesquelles, par exemple? Par exemple, l'article 70 de la Constitution. Article 70. Oui. Que dit l'article 70? Nous pouvons lire l'article 70 de la Constitution. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Le deuxième alinéa. Alinéa 2. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais nous allons retourner dans peu de temps sur ces débats-là, puisque la CENI aujourd'hui n'a pas eu honte de nous dire qu'elle sera en incapacité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire nous allons encore revenir sur ces débats-là. Les autres vont dire que le président doit rester jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Nos amis de l'opposition vont dire mais comment il doit rester aussi longtemps? C'était lui le président de la République. Il n'a pas si organisé des élections dans les délais. C'est-à-dire cette ambiguïté va encore nous rattraper. Nous aimerions une constitution beaucoup plus claire qui énonce clairement les réalités sociétales de notre pays. Je vais souligner un point essentiel, toujours par rapport à cette constitution. D'après la lecture de nos amis de l'opposition, cette constitution comprend deux types de dispositions. Il y a des dispositions intangibles et des dispositions tangibles. Bien sûr. Ils parlent des dispositions verrouillées et non verrouillées. Voyez-vous? Mais ils reconnaissent. Donc il dit par exemple, le président de la République, avec la majorité populaire, avec la majorité parlementaire, parce que c'est qu'il faut reconnaître, l'actuel président de la République est en même temps le chef de la majorité populaire, il est aussi en même temps le chef de la majorité parlementaire. Populaire comment? C'est-à-dire il a été voté par le peuple dans son ensemble lors des élections de 2000. Mais cette population n'est pas statique, elle est évolutive. Oui, c'est ça que je dis. Pas statique. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler par rapport aux résultats des dernières élections. Donc d'après ces résultats, l'actuel président est le détenteur de la majorité populaire. Non, il n'a pas été élu par plus de 50% des Congolais. C'était une minorité des Congolais. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons opté pour le premier tour. Les élections à un tour. On n'a pas opté pour les élections en deux tours. Donc c'est-à-dire supporter, c'est ce que vous avez. Puisqu'à l'époque, même cette constitution, boiteuse qu'elle est, elle avait prévu au départ les élections en deux tours. À deux tours. Mais grâce aux velléités, on a modifié cette constitution pour réduire les deux tours en un seul tour. Maintenant, aujourd'hui, supporter qu'il y ait un président de la République élu avec 11%, avec 12%. Ce n'est pas un problème. Mais c'est-à-dire ce qu'il faut noter, il est élu, il est détenteur de la majorité populaire. Il est aussi en même temps le chef de la majorité parlementaire, l'actuel président de la République. Maintenant, vous interdisez à celui-là d'initier un projet de changer la Constitution. Aussi longtemps, ceux qui étaient avant lui, qui n'avaient même pas la bénédiction du peuple, ont osé, ont mis en place une constitution. Voyez-vous, j'aimerais souligner un point essentiel. Allez-y. Nos amis de l'opposition pensent que le président actuel ne peut pas changer la constitution ou toucher des dispositions qu'il pense être intangibles. Verrouillé. À le faire, ça serait synonyme de bouleverser l'ordre constitutionnel. Mais il reconnaît quelque part et qu'une rébellion peut quitter, je ne sais pas moi où, arriver jusqu'à Kinshasa ici pour mettre à mal l'ordre constitutionnel. Voyez-vous? Ça, c'est une contradiction. Comment les gens qui n'ont pas été votés par le peuple peuvent arriver jusqu'ici, bouleverser l'ordre constitutionnel, mais celui que le peuple
a choisi ne peut pas avoir cette latitude si les réalités sociétales évoluent. Et moi, je pense que cette conception des choses encourage une rébellion, encourage quelqu'un de prendre les armes, de commencer quelque part, arriver jusqu'à Kinshasa pour bouleverser l'ordre constitutionnel. Donc, tout président qui est élu a la latitude de changer la constitution. Pas nécessairement cela. Si les besoins se présentent, le président, la République élue, ne va pas les faire comme chez lui à la maison. Il va consulter le peuple. Mais dès que la question, puisque les péchés ici, nous avons opté pour la démocratie, il faut s'y porter. Nous avons opté pour la République, c'est-à-dire le pouvoir n'est plus entre les mains d'un individu ou un groupe d'individus. Le pouvoir appartient à la collectivité. La collectivité, c'est le peuple. C'est-à-dire le péché sera ici si le peuple a été exonéré. On refuse au peuple de se prononcer par rapport à une question. Mais dès que la question va être soumise au référendum populaire et que le peuple décide, il n'y a pas un péché. Mais si le président change la constitution, or celui-ci tire sa légitimité de cette constitution, oui. D'où viendra-t-il? D'où tirera-t-il encore sa légitimité s'il change cette constitution? Puisque c'est grâce à celle-ci qu'il a été élu. Bien sûr. Sa légitimité viendra d'où? Bien sûr. Je crois qu'il a prêté serment. Voilà, pour dire qu'il va respecter, il va défendre cette constitution. Certainement. Mais s'il la change. Voilà pourquoi. C'est-à-dire au-delà de gymnastique que nous faisons, oui. Le pouvoir appartient au peuple. Voilà pourquoi, vous savez, dans l'article 5 de la Constitution, oui. Même si les constituants n'avaient même pas reconnu le pouvoir au peuple, le peuple n'a même pas besoin que vous puissiez reconnaître son pouvoir. Il a le pouvoir, il détient son pouvoir. C'est-à-dire, même si l'article 5 n'existait pas dans cette constitution, le peuple est le maître de tout. Aussi longtemps que le peuple est là, détenteur du pouvoir, nous pouvons soumettre toutes les questions au peuple. Dès que le peuple prononce, c'est ça la voie qu'il faut emprunter. Donc, c'est-à-dire, les débats ici, on doit appréhender cela comme étant une bataille, une guerre entre l'opposition et la majorité. Et l'arbitre, c'est le peuple, c'est au peuple de décider sur cette question. D'accord. Le président a dit qu'il n'est pas demandeur d'un troisième mandat. Si les peuples le lui donnent, il acceptera. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. Cela démontre un troisième mandat. Cela démontre que le président de la République est vraiment un véritable serviteur du peuple. Okay. Il est le serviteur du peuple, puisqu'il ne veut pas faire des choses qui vont à l'encontre du peuple. Il ne veut pas faire les choses pour imposer le peuple. D'accord. C'est différemment, par exemple, avec nos amis de l'opposition. Souvenez-vous les jours qu'ils ont eu à organiser leur demi-journée des villes mortes là. Vous avez vu les gens de l'opposition en train de menacer le peuple, de menacer la population de ne pas sortir. Si vous sortez, on va vous tabasser, vous voyez ça. Mais le président de la République n'est pas en train de menacer le peuple. Il n'est pas dans cette logique-là. Puisqu'il est conscient, c'est ce peuple-là qui donne le pouvoir parce que c'est lui-même le détenteur du pouvoir. Alors, c'est-à-dire, si le peuple décide aujourd'hui de donner, d'accorder au président Félix Tshisekedi un troisième mandat, il n'a même pas droit de refuser. Donc, il est obligé d'accepter. Un troisième mandat sur base de quelle constitution? Celle-ci ou la nouvelle? Bon, nous prenons pour le changement de la constitution. C'est ça le défi que nous avons. Nous y travaillons pour obtenir d'abord le changement de la constitution et puis le reste, on verra après. D'accord. Monsieur Jonathan Paradoxe, la Senko a dit qu'elle ne trouve ni urgent, ni prioritaire, ni nécessité qu'on puisse changer la Constitution. Comment vous réagissez? Bon, déjà, c'est l'opinion de la Senko. La Senko n'a pas reçu le mandat du peuple pour parler au nom de tout le monde. Il faut déjà prendre que ce n'est qu'une opinion d'un groupe de gens. Okay. Mais laisse-moi vous dire que même au sein de la Senko, il n'y a pas l'unanimité, puisque le monseigneur de Mbujimaï, je crois, Kassanda n'est pas du tout d'accord, n'est-ce pas, à la déclaration de la Senko. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'unanimité, on ne peut pas prendre en considération le point de vue de la Senko. Donc, puisqu'il y a aussi d'autres confessions religieuses
qui peuvent se prononcer en faveur du changement de la Constitution. Donc c'est un faux débat. La Synco dit que si on ose toucher à la Constitution dans ce contexte-ci où une partie du pays est occupée, ça risque de nous conduire à l'implosion ou à la balkanisation du pays. Bon, je comprends que ce sont des prophètes des malheurs, mais ce que nous pensons, nous aimerions changer la Constitution, non pas pour détruire le pays, non pas pour brûler le pays, mais pour faire émerger le pays, pour faire développer le pays. C'est ça notre souci. Oui. Mais il ne peut pas y avoir, il ne peut pas manquer les prophètes des malheurs. Mais nous sommes convaincus, grâce à la détermination du peuple, et tous ces calculs-là vont tomber caducs. Mais il faut qu'on le fasse comment? Avant qu'on récupère la partie orientale, parce qu'il y a une partie qui est entre les mains des ennemis, on le fait quand? Qu'on récupère d'abord, ou on peut y aller même si la partie est occupée? Bon, moi je crois déjà, le fait d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République, c'est essentiel, puisqu'on n'a pas un chef de l'État qui rend compte à Kagame, on n'a pas de ministre qui rendent compte à M. Kagame, c'est le moment. C'est-à-dire, si il y a un moment propice pour changer la Constitution, il faut le faire maintenant. Maintenant, c'est-à-dire que Goma, Bukavu soit occupé ou après? Non, déjà, ce qu'il faut noter, le 15 juillet ici, n'est-ce pas? L'administration Trump avait donné un ultimatum à toutes les troupes rwandaises de quitter la partie est de notre pays. Okay. Nous sommes convaincus que ça va être respecté. Et dès que ça sera respecté, c'est-à-dire nos villes reviendront totalement sous l'autorité du pouvoir établi. Donc à ce moment-là, il n'y aura même pas de débat. Nous pouvons continuer avec le projet. Alors, il y a le PPRD qui a communiqué, la famille politique de l'ancien président qui a dénoncé sa dernière sortie médiatique où elle pense que l'ancien président de la République a été traité de chien par le président de la République actuelle. Comment vous réagissez par rapport à cette question d'actualité? Bon, en fait, en ce qui me concerne, je sais que nos amis du PPRD prennent toujours les choses au second degré à l'extrémisme. Il faut seulement suivre, s'il faut recommencer encore de suivre cette image du chef de l'État, vous allez comprendre par exemple les contextes dans lesquels il avait dit ça. Donc moi je ne pense pas que le chef de l'État avait traité les présidents honoraires des chiens dans la conception de nos amis du PPRD là. Donc ce n'est pas ça. Il ne faut pas avoir toujours cette latitude de faire sortir les mots dans son contexte. Voilà. Alors, monsieur Jonathan Paradoxe Kunda, il y a non seulement cela, mais il y a aussi, comment on va le dire, cette coalition, hein, la coalition C64. La coalition C64 qui se bat, qui disent d'ailleurs, il y a même un opposant qui a dit que le président Tshisekedi de l'époque faisait voir à l'opinion du monde que dans ses anciennes sorties médiatiques en tant que président de l'UDPS, en tant que président du rassemblement de l'opposition, il le disait à l'époque que l'actuelle constitution n'a pas de problème. Que les problèmes, c'est plutôt les hommes. Ça, c'est ce que disait le président Tshisekedi à l'époque. Mais ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, ils changent de fusil d'épaule, ils veulent changer la constitution. Mais c'est ça. C'est ce qui m'étonne. Pourquoi vous ne voulez pas évoluer? Puisque le chef de l'État l'avait déjà dit à un certain moment qu'il y a certaines réalités qu'il pensait maîtriser pendant qu'il était dans l'opposition. Quand il était devenu président de la République, il était en face d'autres réalités. C'est-à-dire, cela prouve que c'est un homme qui évolue, qui arrive à bien comprendre les réalités actuelles de chaque chose. Donc, c'est-à-dire, si à l'époque, il avait dit ça, si aujourd'hui, les réalités lui convainquent effectivement qu'il faut changer des caps, pourquoi pas les faire? C'est-à-dire, s'il faut changer, il faut changer. Donc cela n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, vous êtes extraverti ou quoi, mais cela démontre que vous êtes capable de vous adapter par rapport aux réalités actuelles. Avant, on n'avait pas les bonnes informations, maintenant, il a toutes les informations. C'est clair comme l'eau des roches. À l'époque, il y avait un déficit d'informations.
aujourd'hui, il a des informations nécessaires. Parce que c'est un chef de l'État. C'est un chef de l'État. Monsieur Matata Ponyo disait que, Matata Ponyo qui est aussi de l'opposition, il dit il n'y a aucun rapport entre la Constitution et le développement d'un pays. Mais peut-être parce qu'il ignore, puisque le développement même du pays, n'est-ce pas, doit tirer sa subsistance de la Constitution. Pas de la gouvernance. Oui, non. Vous savez, la Constitution définit les matières en termes de principes. La Constitution est l'unique texte qui organise, n'est-ce pas, un État. Si le développement est une question qui doit être cadrée dans un État, c'est-à-dire, ça doit de manière impérative tirer des substances dans la Constitution. Comment on peut dissocier une Constitution avec le développement du pays? Bon, voilà. Élaborons une Constitution où il est mentionné que les sols et les sous-sols n'appartiennent pas, par exemple, au Congo, appartient à un autre pays. Et puis attendons maintenant qu'il y ait développement au Congo, puisque nous vivons d'une économie extravertie. C'est-à-dire, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas dissocier les développements avec la constitution d'un pays. Donc ça, c'est une lecture erronée de M. Matata Ponyo. Alors, qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans la constitution pour que finalement le Congo puisse se développer? Parce qu'on vous entend parler, on a l'impression que si le Congo n'avance pas, c'est la faute à la constitution. C'est ça, non? Bon, ce n'est pas nécessairement ce que je dis, mais il faut reconnaître que la constitution que nous avons, elle n'est pas du tout parfaite. Vous voyez? Puisque ce n'est pas seulement cette constitution. Tous les textes du monde, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des failles. C'est-à-dire, il y a des réalités qui arrivent, qui font en sorte que les textes que vous avez aujourd'hui, vous estimez être par exemple démodés, en défaillance, qu'il faut maintenant adapter. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, moi par exemple, j'aimerais, dans la prochaine constitution, nous les Congolais, nous ne nourrissons pas des velléités expansionnistes. On n'a pas l'intérêt, par exemple, d'annexer un jour le Rwanda au Congo. C'est-à-dire, nous sommes d'ailleurs un scandale géologique. C'est-à-dire, j'aimerais, par exemple, dans la prochaine constitution, qu'il y ait une mention de la superficie de la RDC dans notre constitution, par exemple. J'aimerais, par exemple, vous savez, aujourd'hui, l'opposition congolaise, elle est beaucoup plus loin du peuple et proche de la rébellion. Pourquoi? Puisque même la Constitution, les financements de l'opposition devraient être bien cadrés dans le loi du pays. Aujourd'hui, notre opposition font le lynchage, lèchent les bottes de M. Kagame, ils récupèrent des moyens pour s'autofinancer. Nous aimerions qu'à la prochaine constitution, que notre opposition soit financée par l'État congolais afin qu'elle ne soit plus loin du peuple et proche de la rébellion, par exemple. Alors, M. Jonathan Paradoxe Kunda, mais dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on peut ajouter dans cette constitution? Dans cette constitution, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Il faut améliorer surtout les caractères contraignants, surtout, puisqu'il faut plus de répression, il faut plus de sérieux, et surtout dans la gestion de la chose publique. Cette constitution, par exemple, ne prévoit pas, s'il faut aller dans un autre volet, cette constitution, par exemple, n'a pas énoncé clairement, par exemple, les droits sur l'environnement. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, l'environnement devient l'un des thèmes centraux, par exemple, des relations internationales. Est-ce qu'on ne peut pas le faire dans une loi ordinaire? Il faut nécessairement qu'on passe par la Constitution. Bon, là, c'est un débat de droit, mais pourquoi pas? Puisque même si on le fera dans une loi ordinaire, ça doit tirer substance dans la Constitution pour que ça ne soit pas frappé des mois après des mois d'inconstitutionnalité. À part ça, la loi sur l'environnement, quoi d'autre? Pour que le Congo, qu'est-ce qu'il faudra? Vous proposerez quoi? Parce que peut-être cette émission, les autorités peuvent la suivre. Et toutes les idées sont les bienvenues dans
dans cette quête de changement de constitution, comme vous le souhaitez, bien sûr. Alors, à part cela, est-ce qu'il y a d'autres propositions, que vous avez des propositions susceptibles de quand même d'améliorer le visage du pays? Bon, déjà, j'aimerais qu'à la prochaine constitution, qu'il y ait, comme je disais tantôt, qu'il y ait plus de caractère contraignant, puisque dans notre pays... Contraignant dans les sens, par exemple... Il y a le code pénal, non? Ça existe, bien sûr, dans le code pénal, oui. ça existe. Mais la Constitution doit, cette fois-ci, par exemple, essayer d'aborder clairement les aspects des choses. Par exemple, si vous prenez les questions liées à la répartition du pouvoir. Pas seulement du pouvoir, il faut pas seulement du pouvoir, mais je crois qu'il faut renforcer le pouvoir du chef de l'État, dans le sens où... Qu'est-ce qu'il faut lui ajouter? Déjà aujourd'hui, vous savez, quand l'on est bité, les gens plaignent le chef de l'État. Regardez cette affaire, tout. Ah oui. J'aimerais... Le régime. Voilà. Changement de régime. Par exemple, ça. Il faut, dans notre pays, d'après nos réalités sociétales, il nous faut un régime présidentiel. Pourquoi pas aller même plus loin dans le présidentialisme? Moi, je pense que... Le présidentialisme? Pourquoi pas? Puisque aujourd'hui... C'est une déviation. Si vous prenez, par exemple... cette histoire des gouverneurs, vous voyez, il y a toujours eu un problème. Gouverneurs des provinces? Les gouverneurs des provinces. Okay. Nous aimerions que les gouverneurs des provinces soient nommés par les chefs de l'État, soient désignés par les chefs de l'État. À telle enseigne qu'il n'y ait pas les jeux de ping-pong entre les gouvernorats, les assemblées provinciales. Qu'est-ce qui démontre que si un gouverneur est nommé par le chef de l'État, il sera pour autant efficace, il y aura pour autant le souci du peuple? Bon, déjà, cela va déjà nous épargner de manœuvres qui se passent, par exemple, lors de la désignation des élections de gouverneurs, où il y a à tout moment, on parle de dossiers de corruption, ainsi de suite. Nous sommes convaincus que dès que les gouverneurs seront désignés, nommés par les chefs de l'État, il n'y aura pas ce genre de débat. Et puis, celui-là va être aussi responsable envers le chef de l'État. C'est-à-dire, il va être... c'est-à-dire, il ne sera plus responsable, il n'aura rien à se justifier auprès, par exemple, des députés provinciaux, puisque nous savons, après les élections des gouverneurs, il faut prendre certains députés, les mettre dans des cabinets ministériels, les nommer des ministres, pour les récompenser, pour vous avoir nommé. C'est-à-dire pour vous avoir permis de devenir gouverneur. Par exemple, je crois que c'est nécessaire qu'on puisse renforcer le pouvoir du chef de l'État pour que lui-même puisse commencer à désigner et nommer le gouverneur, pour qu'il n'aille pas ce que nous vivons actuellement, par exemple. Alors, monsieur Jonathan Paradoxe, on va peut-être aller lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. La problématique, on a longtemps parlé sur la question de l'Est. On vous avez ajouté sur la question de la Constitution? Vous avez... Bon, je crois que c'est l'essentiel que nous avons dit. Il faut renforcer le pouvoir du chef de l'État pour lui laisser un peu la largesse, la latitude de bien faire les choses, de bien accomplir son programme. D'accord, il nous reste pratiquement 5 minutes pour pouvoir conclure. Mais dites-nous, on a un problème dans la partie Est du pays. On a la guerre d'agression. On a la FCM 23, il y a des Congolais qui sont là aussi. Il y a l'Ouganda qui a un œil regardant sur nos richesses. Il y a les multinationales qui ont un œil également sur notre richesse. Mais ça fait plusieurs années que la situation perdure. Selon vous, c'est quoi la raison et par quel mécanisme on peut définitivement mettre fin à cela? Bon, déjà, nous avons eu
Oui. Le président honoraire a eu le temps qu'il fallait pour organiser notre armée. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Il a fait 18 ans au pouvoir. C'est beaucoup. C'est-à-dire le chef de l'État actuel n'a même pas encore arrivé à la moitié de du temps que lui a passé à la tête du pays. Donc, c'est-à-dire qu'il avait tous les temps nécessaires pour organiser notre armée. Oui. Mais c'est cette armée-là qui vient de distinguer dans les replis stratégiques et tout. Mais il y a un travail qui s'est fait actuellement grâce au président de la République avec le partenariat des Américains. Nous sommes convaincus que notre armée va être modernisée, va être équipée, et puis, ça dit, être en mesure de répondre aux défis. Puisque, qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver à un certain moment, c'est vrai, le président de la République prône aussi la diplomatie, mais dès que les cartouches seront finies, il sera contraint de faire sortir ses griffes et de faire la guerre. Mais je crois qu'on ne va pas arriver jusqu'à ce niveau-là, puisque cette question va être vidée dans peu de temps. Attendons voir après... Avant la fin du mandat? Attendons, oui, bien sûr. Avant la fin du mandat... Ça sera réglé définitivement. C'est possible, pourquoi pas. Par les armes ou les accords? Même avec les accords, même avec les armes. D'ailleurs, on dit les guerres se terminent souvent dans le mien, dans les accords, puisque les armes ne peuvent pas taire les guerres. C'est-à-dire, demain après demain, ça va encore ressurgir. Vous avez vu, on vous a chanté, je ne sais pas moi, il y a eu défection du M23, mais ce sont ces gens-là ils sont ressurgis, voyez-vous. Donc nous priorisons la voie des accords si ça peut arranger les choses, mais si ça ne peut pas arranger les choses, le chef de l'État sera obligé de tout faire pour nous amener à obtenir ces résultats. Il est presque 16 heures. Je voudrais peut-être que vous puissiez adresser un message à la nation, à la population qui vous suit. Hein. Vous voulez vous fixer la caméra qui est la vôtre, celle qui est là. Un message de votre part à la population, d'abord à la population, un message au chef de l'État, deuxièmement, et un message à l'opposition. Ceux qui sont dans l'armée également, dans la rébellion également. D'abord, on commence par la population. Quel est le message que vous pouvez adresser à la population? Que la population de notre pays ait confiance au chef de l'État, qui ne perde pas l'espoir. L'avenir de notre pays est radieux. Demain, tout ira mieux. Soutenons les chefs de l'État, soutenons les institutions de la République, ne donnez pas passe aux ennemis de la République. Je demande à nos amis de l'opposition de faire mieux l'opposition. Puisque vous vous souvenez, il vient de projeter une marche allant jusqu'au palais de la nation. Ça ne s'est fait jamais dans l'histoire politique de notre pays. Cela démontre l'intention de nos amis de l'opposition de tout renverser, de tout casser. Ça, vous allez faire payer encore dur le pays. Donc, militer dans la non-violence active, nous sommes dans la démocratie, ayez des stratégies pour convaincre le peuple, car le peuple, c'est lui l'arbitre. Alors, un message également au chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, continuez sur cet élan, restez déterminés, nous sommes derrière vous, nous vous accompagnons et la victoire est certaine. Merci. Un tout dernier mot simplement, excusez-moi. Si vous deviez porter une critique, si vous deviez conseiller le chef de l'État, qu'est-ce qu'il devra améliorer depuis qu'il est là? Si vous deviez lui donner un conseil dans l'amélioration, il devra améliorer quoi? Je crois qu'il doit être encore plus dur en rapport avec les sanctions, puisque les sanctions ont aussi un caractère pédagogique. Donc moi, quand on grandissait à l'époque, je suis aîné de la famille. Quand on me tapait, c'était pour montrer à mes petits que vous voyez votre grand frère a des gifles. Si vous vous osez, vous aurez aussi des gifles. C'est-à-dire les sanctions ont un caractère pédagogique. Le chef doit être ferme en rapport avec les sanctions par rapport aux brebis qui vont s'égarer de sa vision. Et
ces objectifs. Monsieur Jonathan Paradoxe Kunda, initiateur de l'engagement patriotique pour le changement, EPC en sigle, on vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite bonne chance dans votre carrière politique. Merci. Pourquoi pas, qui sait, peut-être que vous serez le futur président de la République. Pourquoi pas. Je suis congolais d'ailleurs. De père et de mère. De père et de mère. Merci. Allez, ça n'est fini pour cette émission. On va se dire à très très vite. Excellent week-end chez vous.